ce panel sera dédié à l'analyse du rôle de la joint venture dans le développement économique, dans le développement des régions. Et donc, cette interaction-là, elle est faite sous impulsion, qu'elle soit étatique, territoriale ou aussi stratégique et organisationnelle. Donc, tout à l'heure, j'aurai besoin de lire les biographies des éminentes personnes de droite à gauche. Ce sont des parcours atypiques, mais aussi des parcours qui confortent la place que peut occuper l'organisation dans le développement de nos territoires. Donc le rôle qu'apporte la coopération ou l'alliance stratégique des grands groupes est à mesurer par des niveaux de performance. Donc ces performances-là vont être analysées par la première personne qui est à ma droite, donc notamment c'est Moundia Rachidi, donc qui est expert du Boston Consulting Group. Je céderai ensuite la parole à si Hicham Sabrini Zanetti qui va parler aussi du rôle de la CCG, donc dans la problématique de financement. Et ensuite, je donnerai la parole à Si Adil Chekhi et à Si Sharkawi. J'attends deux autres personnes. Donc, bien sûr, on parlera de la place de la formation. Tout à l'heure, on a eu un clin d'œil qui a été fait sur la défaillance de la non-mention de la formation, mais on est là pour en parler tout de suite, donc pour parler de la place qu'occupe l'incubation, de la place qu'occupe le capital immatériel, bien sûr, dans toute cette dynamique qu'on n'a pas oubliée. Donc, alors, je commencerai par introduire Monsieur Moundia Rachidi. Donc, Moundia Rachidi qui est directeur d'un cabinet de conseil à ne pas présenter. Donc vous avez travaillé pendant 15 ans à des postes de direction au sein de Whirlpool, Toyota Europe, et vous étiez directeur industriel. Donc c'est une personne qui a à son actif une expérience aguerrie à la tête d'une équipe en charge de l'optimisation industrielle. Donc on parle de la thématique Industrie 4.0, donc on est dans cette centralité-là. Donc vous avez aussi lancé un centre d'innovation, donc l'Innovation Center for Operations, donc le premier centre dans le monde dédié à l'industrie 4.0. Donc on vous parle. Bonjour, nice to meet you. Thank you for coming. Thank you. Donc on a l'éminent professeur Fulbrighter, le docteur Hawes, qui vient de nous rejoindre. Donc je vous introduirai dans un moment. Donc on est aussi dans cette phase-là en train de questionner la performance industrielle. Donc vous êtes occupé du centre d'excellence. Est-ce que, sans plus m'attarder sur ce que vous avez fait, je vous laisse nous parler du rôle qu'occupent les cabinets de conseil dans cet accompagnement. Oui, bonjour à tous. Enfin, il faut le mentionner, je suis marocain, même si je ne suis pas basé au Maroc. Donc, je suis fier d'être ici. Je suis citoyen marocain, mais qui travaille à l'étranger. Donc, j'aide les grands groupes internationaux à améliorer leur performance industrielle. Donc, j'ai aussi peut-être un œil un peu extérieur et je suis ravi de l'apporter. Et je vais parler d'ailleurs plus en tant qu'ancien industriel et marocain qu'en tant que consultant. En effet, en fait, dans chaque joint venture, en fait, elle ne marche, elle n'est réussie que si chacun apporte un peu de valeur et au moins presque la même valeur à la joint venture. Et donc, de nos jours, dans le monde industriel, on ne peut pas apporter de valeur, quelle que soit la taille de l'entreprise, si on n'est pas dans une démarche de modernisation, utilisant tous les leviers qui ont été évoqués ce matin, de digital, d'industrie 4.0. Et je peux vous garantir que toutes les entreprises industrielles européennes, en tout cas les plus grandes, c'est une thématique qui est sur les bureaux et qui est prise en main, pas par les personnes, même pas uniquement par les directeurs industriels ou par les personnes techniques, mais qui est prise en main par les PDG de ces entreprises-là. Donc c'est vraiment une démarche stratégique de beaucoup d'entreprises industrielles. Ici, au niveau du Maroc, on souhaite garder de la compétitivité. On ne pourra plus, dans le futur, la baser uniquement sur la compétitivité liée à nos salaires, qui génère un écart, mais il faudra apporter de la compétitivité avec beaucoup de valeur. Et donc, pour ne pas avoir plus d'écart ou pour apporter plus de valeur, tout ce qui tourne autour de l'industrie 4.0 est une thématique clé dans le futur du Maroc. Et moi, c'est un peu le message que je veux faire passer. Ce n'est pas quelque chose qui va se produire demain. Et ce n'est pas quelque chose qui est pour les pays riches.
c'est quelque chose qui est pour tous les pays aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'elle est accessible, les technologies sont peu coûteuses et c'est des retours sur investissement. Et pour un industriel, un retour sur investissement, ça parle. Donc c'est une démarche dans laquelle il faut s'inscrire très vite pour ne pas creuser d'écart. Vous savez, en fait, la France, et ce matin un peu, j'ai vu dans la discussion sur les régions, il y a beaucoup de démarches sur un peu l'approche française avec les locomotives, etc., enfin, qui apporte ses fruits. Mais ce n'est une approche qui est sûrement pas suffisante parce que même les petites entreprises doivent se moderniser. C'est un peu le problème de la France qui aujourd'hui a 13% d'industrie, ce qui est un niveau très très bas, contrairement à l'Allemagne, qui n'a pas qu'une approche de locomotive, mais qui a une approche de modernisation de toutes les entreprises, quelles qu'elles soient, y compris PME, qui sont très fortement exportatrices et qui sont très avancées dans cette thématique d'industrie 4.0. Donc, il faut s'y lancer, mais il faut s'y lancer de manière concrète. Et c'est pour ça qu'on a lancé ce centre-là de tests et d'expérimentation et de formation, parce que ça part de là. Il faut savoir de quoi on parle quand on parle de l'industrie 4.0. J'ai une vidéo, je ne sais pas si Hanan ou l'équipe, vous pouvez passer la vidéo qui s'appelle vidéo Aiko. C'est la question que j'allais vous poser, donc si on peut illustrer. C'est un exemple comme un autre qui a démarré d'ailleurs avec la région Île-de-France pour pousser la thématique de manière concrète auprès d'un certain nombre d'industriels, donc pour les former, pour les sensibiliser. Vous voyez, en fait, c'est un site de production où il y a toutes les technologies qui sont utilisées pour montrer aux gens que c'est quelque chose de facile. Il y a l'impression 3D, la réalité augmentée, les outils de simulation comme vous voyez. Vous allez voir des cobots, des robots collaboratifs que n'importe qui peut utiliser, même quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. La digitalisation du travail. Donc, en fait, on s'oriente vers des opérations sans papier. Donc, on peut faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus compliquées, et encore plus quand on a une main-d'œuvre qui n'est pas très qualifiée. Raison de plus, en fait, pour s'orienter vers ce genre de choses. Donc, vous voyez là, par exemple, c'est une usine où il y a une ligne de scooters. Et sur cette même ligne-là, en utilisant la technologie, avec les mêmes opérateurs et les mêmes équipements, vous avez une production de scooters et de machines à laver, sans que les opérateurs sachent comment faire, justement parce que la technologie les aide. Et beaucoup d'intérêt est porté en fait à ça, notamment pas uniquement d'ailleurs par les pays occidentaux, mais par les pays comme la Chine, comme l'Inde et certains pays africains. Pourquoi ? Parce que c'est des technologies qui permettent de monter en gamme et de ne pas être à la traîne et de ne pas être que dans la compétitivité liée au salaire. Là, vous voyez, en fait, ça permet en fait beaucoup de flexibilité. Vous allez avoir une ligne de bonbons. Ça ne s'applique pas que dans l'industrie d'assemblage, ça s'applique dans l'industrie de process, parce que vous pouvez également utiliser des robots collaboratifs, de la simulation de données, l'utilisation de la data, etc. Et ça, c'est des outils en fait qui aujourd'hui sont nécessaires, dont s'équipent beaucoup de pays. Donc là, d'ailleurs, en fait, ça a été étendu en Allemagne, c'est étendu à Singapour. Aux États-Unis, il commence à y en avoir pas mal. Pourquoi ? Parce que les régions, maintenant, essayent de trouver des démarches concrètes pour aider les industriels à se moderniser. Et on n'est plus uniquement dans une démarche théorique, de formation théorique, parce qu'elle n'est plus suffisante. En plus de ça, ça permet de faire d'une pierre plusieurs coups. Non seulement on développe un industriel pour améliorer sa compétitivité, mais autour, on fédère au niveau régional les universités, on aide les startups marocaines pour venir développer des technologies pour les entreprises marocaines, etc. Et ça aide aussi à l'attractivité du pays pour montrer en fait à des investisseurs qu'on est dans un pays où il n'y a pas que la compétitivité salaire, mais on est une compétitivité de performance. Alors concrètement, comment faire ? Donc à l'ère du digital, du blockchain, de cette ubérisation et cette facilité communicationnelle, comment est-ce qu'on peut transverser de la coopération simple vers la collaboration où il y a un réel transfert d'expérience ou transfert de savoir pour que la joint venture soit une réussite, parce que qui dit joint venture ne dit pas forcément réussite. Donc, il faut collaborer dans un premier temps pour tester et pas uniquement pour faire des plans très long terme, parce qu'on est dans le monde agile où il faut aller vite. Et pour aller vite, on ne peut pas être parfait du premier coup, donc il faut tester, coopérer pour éventuellement se tromper ensemble, mais se tromper vite et pour corriger vite et pour avoir des investissements, des retours sur investissement rapides. Et la joint venture et la coopération aident dans ce sens-là, parce que plutôt que de faire cavalier seul, on travaille ensemble, plutôt que chacun fasse des erreurs tout seul, on fait des erreurs une fois, mais ensemble, et on apprend ensemble. Et donc c'est là où la coopération et la joint venture sont des outils très importants dans cette démarche-là, et aussi dans cette démarche d'investissement, parce que c'est des investissements qui sont faibles, ce n'est pas des investissements énormes, mais néanmoins ces investissements en termes de temps, en termes de un peu d'équipement,
Mais il faut les faire, il faut les décider, donc on les fait mieux en étant ensemble. Est-ce qu'on les fait avec des prérequis qui sont normatifs, comme le Six Sigma ou le Lean, ou est-ce que ce sont des choses... Non, justement, c'est une croyance. Il y a plusieurs croyances autour de ça. Souvent, on se dit, oui, mais ça, moi, je ne suis pas encore mature. C'est faux. Quelle que soit l'entreprise, ces technologies sont applicables. D'accord ? Et encore plus, en fait, quand vous n'avez pas beaucoup de ressources qualifiées, ces technologies peuvent vous aider. J'ai une deuxième vidéo, je ne sais pas si, Hanan, vous pouvez passer la deuxième vidéo pour vous montrer la facilité liée à la mise en place de ces technologies. Vous voyez derrière moi, je vous laisse regarder la vidéo, puis je vais la commenter. Le suivi de la performance de cet équipement. D'accord ? Là, c'est une machine en fait dans une industrie agroalimentaire. Ça peut être une machine textile, ça peut être une grue, ça peut être n'importe quel type d'équipement, souvent. Et ça, c'est un équipement qui a 25 ans d'âge. Donc c'est un équipement qui n'est pas équipé d'automates. Vous ne savez pas quelle est la performance, donc vous reposez sur ce que vous disent en fait vos équipes. Aujourd'hui, vous l'avez vu, avec de simples capteurs, avec du Wi-Fi, vous connectez les capteurs en 1h30, vous avez la performance sur votre iPhone. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est accessible à n'importe qui. Ce n'est pas uniquement un grand groupe. Ça veut dire que c'est accessible à n'importe quelle entreprise, la plus petite qui soit, pour améliorer sa performance. Et c'est comme ça qu'il faut démarrer. Il faut démarrer petit, il faut tester, il faut prendre de la valeur, parce que c'est ça aussi l'industrie 4.0, c'est apporter de l'impact. Et on cherche des impacts, souvent faits dans des entreprises, de 15 à 20% d'amélioration de productivité ou d'amélioration de la flexibilité, par exemple, pour produire plus de complexité de produits. C'est à ça que ça sert. Donc on revient au titre où on parle d'impact. Donc généralement on parle d'influence, mais on a un impact qui est mesuré et on a des indicateurs qui nous permettent d'identifier le saut qui est fait grâce à l'utilisation des technologies. Oui, bien sûr. Il faut le mesurer, il faut cibler un impact, il ne faut pas partir de l'outil. L'objectif n'est pas de faire l'industrie 4.0 pour faire de l'industrie 4.0. Il faut avoir une démarche vraiment industrielle de bon sens, bien sûr. Si on l'a fait parce qu'on a des problématiques de compétitivité à résoudre ou qu'on veut améliorer, et on cible les bonnes technologies par rapport à des problèmes à résoudre. Ça, c'est un élément effectivement très important. D'accord, je vous remercie. Je laisserai aussi, ou tout d'abord, si Hicham Sadrini Zanetti, vous êtes directeur général de la CCG, donc depuis 2014. Donc, vous avez été secrétaire général en 2007, président du conseil de surveillance du fonds d'investissement public-privé PME Croissance, donc ça a son poids, vice-président de l'association professionnelle des institutions de garantie, l'APIGA. Donc vous êtes également membre du comité de haut niveau sur les systèmes de garantie dans les pays du pourtour méditerranéen et j'ajoute que vous avez dernièrement reçu le trophée de l'inclusion financière en 2017, dont je vous félicite. Donc merci pour votre présence. Donc je souhaiterais tout d'abord commencer par une question qui est ouverte. Le rôle de la CCG déjà et la place qu'occupe la CCG dans cette dynamique partenariale et économique. Très bien. Tout d'abord merci et puis je voulais remercier Industrie du Maroc pour cette seconde édition et pour leur invitation pour parler à peu près de ce que nous faisons, surtout ce que nous apportons à tous les écosystèmes, certes l'industrie, mais nous sommes également présents sur d'autres secteurs. Alors, je sais que cela va sembler un peu trivial pour certains qui connaissent aujourd'hui la CCG, mais pour ceux qui ne nous connaissent pas, ou on va dire nos amis étrangers, ben écoutez, la CCG, nous sommes un établissement financier public, c'est-à-dire au fond, on est un établissement de crédit, d'accord, mais nous avons, on va dire, une place qui est un peu originale, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une concurrence avec les autres acteurs de financement, nous sommes des partenaires. Et donc notre rôle est de travailler avec les autres acteurs du secteur financier de manière à faciliter l'accès au financement. À qui ? Aux TPE, aux PME et aux startups. Et donc nous essayons de décliner donc, cette mission en des produits. Ce sont des produits essentiellement de partage de risque pour faire en sorte que la CCG, qui reste avant tout une institution d'impact, non pas on va dire de recherche de rendement financier, nous sommes avant tout une institution qui essaie de faire en sorte qu'il y ait davantage de facilité d'accès au financement. Pourquoi ? Pour la création de valeur, la création d'emplois et le développement économique. Donc c'est comme ça que nous traduisons nos actions. Et
si nous avons aujourd'hui, on va dire, deux types d'interventions, elles se déclinent en deux. Ce sont des produits bancaires, c'est-à-dire tout ce qui est par signature ou par décaissement, de la garantie, de la dette. Et nous avons également des produits de garantie fonds propres et de fonds propres. Donc deux types d'instruments d'intervention avec nos partenaires du secteur bancaire. J'ai essayé de dire dès le départ, c'est qu'on n'est pas dans un cadre concurrentiel, c'est-à-dire nous n'allons jamais seuls. Nous accompagnons les autres acteurs du secteur financier et on essaie essentiellement de répondre à une problématique, à savoir celle notamment de la garantie, le problème, on va dire, de la faiblesse, d'accord, des sûretés qui peuvent exister. Mais pas que, d'accord. On peut aller également sous d'autres instruments pour la recherche de la compétitivité ou autre. En parlant de concurrence, à cette ère-là, je pense que l'alliance ou la coopération avec les concurrents s'impose ou avec des parties prenantes à forte valeur ajoutée. Donc, dans le cadre de vos interventions, vous qui êtes dans la finance aussi bien inclusive, est-ce qu'on peut prendre le cas de l'intervention que vous faites auprès des PME, donc du middle market, et tout particulièrement du secteur industriel, puisque c'est la thématique d'aujourd'hui? Si vous permettez, je fais un petit enchaînement pour expliquer à peu près le type d'intervention que nous avons. Alors, je dis que nous avons deux types d'intervention. Donc, on va dire le principal outil que nous avons est la garantie. La garantie, c'est réellement un produit sur lequel on peut avoir un effet de levier important. Et nous avons essayé de le coller par rapport à des problématiques de financement qui se posent chaque jour pour les PME. Laquelle? Quand vous êtes une PME, vous avez, on va dire, des périodes. Au moment de la création, au moment où vous allez vous développer, au moment sur votre cycle d'exploitation, c'est-à-dire votre activité presque, je dirais pas journée, mais presque, quand vous désirez d'aller sur d'autres cieux, c'est-à-dire quand vous allez vouloir exporter ou autre, quand vous êtes malade, vous avez des problèmes, ou par exemple au moment de la transmission d'entreprise. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il faut un nouveau repreneur pour permettre à l'affaire de continuer. Eh ben, on s'est greffé sur ce cycle de vie et nous l'avons traduit par des produits avec nos partenaires du secteur bancaire. Donc aujourd'hui, par rapport, on va dire, à ces périodes qui sont des moments clés dans le développement de l'entreprise, il y a une réponse qui est là. Donc ça, nous le faisons pour tout secteur confondu. Donc le secteur industriel est un des principaux, on va dire, secteurs d'intervention. Je donnerai les chiffres à la fin. Donc aujourd'hui, quand vous êtes une entreprise, peu importe le secteur, ça, les deux secteurs où nous intervenons pas, c'est lesquels? C'est la promotion immobilière et la pêche hauturière. Ce sont les deux. Sinon, nous sommes open tout secteur confondu. Le deuxième outil où nous intervenons, et là, nous ne sommes pas, je dirais, tout secteur confondu, nous sommes dans du ciblage. C'est-à-dire que l'État veut, pour tel ou tel secteur, faire en sorte de jouer, non pas uniquement sur la question de l'accès, mais également sur la question de la compétitivité de l'entreprise. Et là, nous faisons de la dette partagée, du cofinancement, avec le secteur bancaire, pour permettre à ces entreprises d'investir. L'industrie, l'export, l'enseignement privé, la rénovation hôtelière et bientôt l'économie verte. D'accord? Ce sont des secteurs où nous intervenons avec nos partenaires du secteur bancaire. Ce qui nous différencie, on va dire, du marché, c'est que nous intervenons à des taux qui sont beaucoup plus bas par rapport au marché. De manière à ce que vous, en tant que PME, quand vous allez lever de la ressource, vous aurez un prix du marché, on va dire, du 7%, ben, la CCG va vous appliquer du 2%. Et là, votre taux de sortie sera beaucoup plus bas et ça va impacter, on va dire, votre rendement. D'accord? Donc ça, c'est un point important. Ça, c'est notre intervention en dette. Et puis, vous avez d'autres interventions, à savoir celle, on va dire, de la problématique des startups. La dette bancaire n'est pas l'outil qui peut financer aujourd'hui des startups, surtout si vous êtes des modèles qui sortent, on va dire, du cadre de l'industrie bancaire. Vous êtes sur un modèle économique à construire. Vous êtes sur un marché, des fois, à construire lui-même, d'accord, pour pouvoir avoir vos clients. Vous êtes sur des rendements, vous ne pouvez même pas prévoir est-ce que c'est dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Donc c'est difficile de mettre en place, on va dire, une ligne d'investissement avec 2 années de différé et un remboursement, c'est impossible. Donc ce qu'il vous faut, c'est un financement réellement, on va dire, de financement du risque, c'est-à-dire un financement soit des quasi-fonds propres ou des fonds propres. Et c'est la réponse qu'on a apportée à travers Innovinvest. Donc aujourd'hui, quand vous êtes dans le secteur industriel... Je précise que le fonds Innovinvest est un fonds aussi à mettre en avant, à exposer. Exactement, pour le secteur industriel, exact, secteur industriel. Alors, donc je disais que Innovinvest, au fond, a été réfléchi et pensé
de manière à avoir un continuum de financement. Pourquoi? Parce qu'il faut une chaîne de financement. Je ne vous cache pas qu'initialement, l'idée, 2013 à peu près, était beaucoup plus sur l'activité equity. Parce que nous sommes présents sur l'equity PME, mais l'idée est de créer des véhicules parce que c'était le parent pauvre, il ne représentait même pas, c'est-à-dire le capital risque ne représentait même pas 2% de toute l'industrie, du capital investissement au Maroc. Comment faire en sorte de booster et jouer ce rôle, on va dire, de market maker pour ramener les autres investisseurs et venir mettre également de la ressource dans les startups. Mais après, on s'est bien rendu compte, en travaillant avec les acteurs, que la problématique ne se pose pas uniquement au moment où vous devez avoir des investisseurs dans votre tour de table, c'est comment faire en sorte que tous ces petits projets qui commencent puissent également avoir du financement. Et c'est là où donc on l'a conçu de manière à avoir, on va dire, de l'idée jusqu'au développement, il y a des solutions de financement. Que ce soit de l'aide, c'est-à-dire une aide financière. Vous pouvez, après, si vous avez besoin de financement, vous pouvez avoir des prêts d'honneur. Si maintenant ça marche, vous avez 4 fonds d'investissement qui sont là pour injecter de l'argent en tant qu'investisseur avec vous. Et si vous avez d'autres besoins de financement et que ce sera difficile d'aller lever de la dette bancaire, vous avez des avances remboursables jusqu'à 2 millions de dirhams. Et si ça ne suffit pas, on peut mettre avec vous un prêt participatif pour pouvoir injecter de l'argent et faire en sorte de donner au moins qu'il n'y ait pas une asphyxie financière pour ces startups. C'est beaucoup de risques, mais on va dire notre pays ne peut pas se permettre de rater le tournant, en tout cas de l'innovation dans tous les secteurs. Parce que quand je parle d'innovation, je ne parle pas d'un secteur, je ne parle pas uniquement des IT. C'est ouvert tout secteur, de l'économie circulaire, de la fintech, des IT, etc. Donc tous les secteurs-là. Et comment on travaille? Nous ne travaillons pas en front office toujours. Quand je parlais des premiers produits, nous avons nos partenaires que ce sont des incubateurs, ce sont des accélérateurs qui sont là parce que l'accompagnement est une obligation pour permettre réellement la réussite des premiers pas. Et pour injecter de l'argent, nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec d'autres investisseurs, dont des fonds qui sont gérés par des sociétés privées. D'accord? Et pour terminer, c'est plus de 900 millions de dirhams qui seront injectés au cours des prochaines années dans les startups au Maroc. 500 millions auprès de l'État, 400 millions auprès d'investisseurs nationaux et étrangers. Je termine rapidement parce que j'ai oublié de le dire, vous m'excuserez. Vous m'avez parlé du secteur industriel. Au cours des 3 dernières années, en termes de garantie, de crédit garanti par la CG et l'activité dette, partagée également avec le secteur bancaire, nous avons réalisé quelque chose comme 47 milliards de dirhams. Sur les 47 milliards de dirhams, le secteur industriel représente quelque chose comme 11 milliards et demi, pour vous montrer l'importance du secteur industriel dans notre portefeuille, qui a toujours été et restera toujours le premier secteur avec plus du quart à peu près de toutes les, on va dire, de tous les financements que nous accordons. Dernier point, tout ça pour vous montrer que l'État est toujours présent, que par rapport, on va dire, à des dynamiques de marché, par rapport à des besoins qui sont sectoriels, industriels, etc., l'État est derrière, mais le fait d'une manière différente. On n'a pas besoin d'être toujours dans le front office. Il suffit d'avoir des outils qui permettent de rassurer le marché et de faire en sorte qu'on arrive à faire davantage et davantage. Merci pour votre intervention. Donc la solution est claire. Donc on a la force du PPP, du partenariat public-privé, et je vais le connecter avec l'intervention de Adil Chiri, qui est directeur en charge de l'industrie, du commerce et des agro-industries. Donc tout à l'heure, on a eu une intervention sur l'agro. Donc on a l'agro-industrie qui prend part chez la Bird. Donc excusez-moi, vous devez. C'était un plaisir et merci. Donc malheureusement, si Hicham a une contrainte, et on remercie, on vous applaudit. Merci beaucoup. Donc je reviens à Adil, qui est directeur corporate et représentant. Donc, merci. Auprès de la Bird, merci Sidi, la Banque européenne de la reconstruction et du développement. Vous avez aussi été général manager à l'AMDI, donc votre passage aussi par la BNP, vous êtes banquier d'affaires, donc vous connaissez le monde de la finance et le monde de l'industrie. Donc aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle que jouent ces établissements financiers? Donc on a commencé par la CCG, maintenant la connexion qu'on peut faire avec la Bird dans cette dynamique territoriale et industrielle. Merci. Et peut-être il faut qu'on parle un peu plus des JV. Mais bon. Bon, Adil Chiri, bismillah ar-Rahman ar-Rahim,
Je gère l'activité corporate de la banque dans la région pour nous CEMED, donc les pays arabes. Nous avons commencé nos opérations dans les pays arabes en 2012. On a investi au Maroc 1,5 milliard d'euros depuis le 2012, tout secteur confondu. On est une banque de développement, ça veut dire que on essaie de développer les différents secteurs économiques des différents pays, mais il faut quand même qu'on retienne que nous sommes quand même une banque. Nous avons des actionnaires, certes c'est des pays, le Maroc est actionnaire depuis 1991, depuis le début de la banque, et donc il nous faut, comme a dit Hicham tout à l'heure, il parlait de la CCG en tant qu'institution d'impact. Nous sommes une institution de retour sur impact. Ça veut dire qu'il faut l'impact, mais il faut le retour sur notre activité. Et c'est pour cela que, quand même, il faut qu'on garde ce regard sur les investissements, et dans ce cas-là, sur les JV, ce regard de retour, ce regard de réussite, ce regard de financier, en fin de compte. Si je peux me permettre, j'avais deux slides. La régie, si on peut avoir voilà, donc, la présentation sur votre rôle d'accompagnement. Ouais. Prochain slide. Prochain, s'il vous plaît. 2 slides rapides, juste pour synthétiser, comme ça je organise. Donc, pour tout type d'opération, nous essayons de proposer, d'offrir aux clients des financements et de financement sur mesure. Ça veut dire tout type d'instruments déjà de dette. Ça veut dire différentes seniorités, dette subordonnée, senior, mezzanine, c'est vraiment du sur-mesure. Et ça prend en compte ce que disait tout à l'heure Hicham sur les différentes étapes des projets et des sociétés et des projets de développement. Ouverture de capital, nous prenons aussi des participations dans nos sociétés. Mezzanine, j'ai déjà dit. Devises, dirham, euro, dollar, la vérité, oui, tout ce qui est possible. Pour la problématique et la question des JV. Parce que pour nous, en tant que financiers quand même, il faut dire que, oui, effectivement, nous aimons les JV. Pourquoi ? Parce que, théoriquement au moins, ça répond et ça tique toutes les boxes des risques. Ça veut dire qu'on a la complémentarité entre savoir-faire, technicité, savoir-faire opérationnel, expérience, expertise, process de production, ainsi de suite. Et la connaissance, et cela, justement, normalement, il est ramené par le partenaire, peut-être multinational, international. Et puis après, généralement, le partenaire local, il ramène l'expertise locale, gestion des ressources humaines, ainsi de suite. Donc, quelque part, du moment où on tique les différentes boxes de risque, ça veut dire que le financement devient plus facile à donner, ça veut dire que même les conditions de financement, les taux de financement sont plus intéressants. Donc, quelque part, tout le monde est gagnant. La banque, ou les banques, les institutions financières, le partenaire local, le partenaire international. Maintenant, un petit peu le volet développement. Et c'est là où nous nous différencions un petit peu des banques locales, pas nécessairement banques locales, mais banques commerciales plutôt. La première page, s'il vous plaît. C'est que nous avons quand même nous subventionnons quand même des investissements ou du CAPEX. Ça veut dire que quand il y a pour des thématiques d'efficacité d'énergie ou, par exemple, la construction de la chaîne de valeur industrielle, nous donnons des subventions qui vont de 10% à 15%, parfois même à 20%. C'est de l'argent qui vient des donateurs internationaux. C'est des pays, c'est des organisations, c'est des organismes, c'est l'Union européenne par exemple, le Japon, le Taïwan, c'est des grands donateurs et qui ont des fonds justement dédiés au développement des différents pays, des pays comme le Maroc. Maintenant, le Maroc qui a pour vocation de s'inscrire dans cette chaîne de valeur-là, donc que ce soit de la triade ou de la chaîne de valeur européenne, vous accompagnez l'entreprise dans ce cadrage-là, si j'ai bien compris? Absolument. Nous avons déjà quelque chose qui simplifie les choses
Déjà, c'est la présence du plan d'accélération industrielle et qui est basé justement sur les chaînes de valeur et les écosystèmes. Parce que de toute façon, ce n'est pas du rocket science, c'est connu, c'est acté. On ne peut pas développer une industrie, une activité si on n'a pas cette notion-là et cette manière de développer. Maintenant, c'est déjà fait, ou l'industrie le fait déjà, donc quelque part, ça nous aide encore une fois dans cette étude et encore une fois gestion de risques, ce qui facilite un petit peu ce que nous essayons de faire. Maintenant, encore une fois, nous aidons avec des subventions parce que ça accélère cette démarche. Et puis après, nous avons toute une activité qui est dédiée à la PME, à la petite et moyenne entreprise, qui est de l'assistance technique subventionnée aussi. Donc, ce n'est pas lié à des financements, c'est absolument le fait qu'on sait très bien que les PME, parfois, soit ils ne donnent pas l'importance nécessaire, soit ils n'ont pas le temps de se faire accompagner par des consultants, peut-être parfois parce que c'est cher, ou ils n'ont pas les fonds pour le faire. Donc, ce que j'essaie de dire, c'est que l'accompagnement technique parfois répond à des besoins très, très pointus et qui peuvent aider une entreprise à mettre en place parfois des choses très, très, très simples et banales, une stratégie commerciale, une stratégie d'internationalisation, de l'IT, ça peut être du n'importe quoi, mais qui répond aux besoins de développement de la société. On peut ramener des experts, que ce soit locaux, que ce soit internationaux, et subventionner jusqu'à 70 ou 80% des frais des Je consultants. reviendrai vers Simondir pour lui dire, est-ce que les centres d'excellence que vous avez déployés peuvent répondre ou travailler en synergie avec ce genre d'organisme? Donc je vous laisse... Oui, tout à fait. En fait, c'est des centres d'ailleurs d'accompagnement et de test pour définir ce sur quoi il faut investir. Parce que un peu la problématique souvent, c'est d'obtenir l'investissement, mais parfois on peut se tromper aussi d'investissement. Et donc on peut faire des erreurs, et donc on perd beaucoup de temps et beaucoup de capacités. Donc ces centres-là permettent. D'ailleurs, c'est un des rêves. C'est pour ça que beaucoup de régions en France, en Allemagne ça existe déjà, mais par exemple en France, veulent s'équiper de ces centres-là pour aider les entreprises à mieux appréhender leur stratégie et à mieux appréhender leurs décisions d'investissement pour mieux présenter aussi leurs dossiers aux équipes, mais de manière hyper concrète, pas de manière théorique. C'est ça un peu le grand changement d'aujourd'hui. Il ne faut plus faire l'industrie et préparer l'industrie de manière livresque dans les livres, mais de manière concrète. Et c'est pour ça que ces centres-là sont très utiles. Et un des rêves, c'est que le Maroc en est. Je pense que le ministère a déjà annoncé sa volonté en fait, de se lancer dans cette dynamique. Merci Saadil. Je cède la parole à Abdelghni El-Khda, qui est directeur général de l'agence Millennium Challenge, donc Morocco, donc pour passer de l'Europe aux États-Unis, donc qui est une institution publique mandatée par le gouvernement du Maroc pour mettre en œuvre et gérer les projets programmés dans le cadre du second compact conclu avec l'agence américaine Millennium Challenge. Donc je vous laisserai le soin de nous dire comment se fait cette articulation-là et de comprendre comment est-ce que cet organisme-là peut influencer les territoires par la JV. Là, on parle peut-être d'un partenariat public-privé, mais il y a le privé-privé qui opère aussi dans le cadre de votre programme. Merci. Merci. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter et remercier Hicham Rahibi pour l'organisation de cet événement. Pour répondre à votre question, j'essaierai de à la fois présenter ce que nous faisons, ce que fait l'agence Millennium Challenge Account, et en même temps essayer de faire la connexion avec le développement régional et la thématique de l'industrie, qui est la thématique de cette conférence. Et pour commencer, je dirais que le Maroc et les États-Unis ont choisi, à travers ce programme Millennium Challenge Account, ont choisi d'utiliser ce programme consistant, programme de 450 millions de dollars, comme levier d'améliorer l'employabilité des jeunes, mais aussi de leur offrir des opportunités. Et toute la dynamique et tous les projets dans les territoires, c'est en fait pour offrir des opportunités d'emploi. Et ce programme, je dirais, 3 caractéristiques. D'abord, c'est un programme qui a été conçu et préparé sur la base d'une étude détaillée et approfondie
des contraintes majeures à la croissance économique au Maroc. Deux sujets majeurs, le capital humain et le foncier, ont émergé de cette étude, à côté d'autres facteurs, et le gouvernement marocain et le gouvernement américain ont décidé de focaliser leurs efforts dans ce programme pendant 5 années sur ces deux thématiques. La question du capital humain, à travers un nombre de projets qui visent à renforcer l'employabilité des jeunes Marocains, et la question du foncier, à travers également un nombre de projets qui visent à atténuer cette contrainte et à améliorer l'offre foncière au Maroc. Deuxième caractéristique de ce programme, c'est qu'il y a une dimension modèle. Pour chaque projet que nous menons, on développe un nouveau modèle, un modèle innovant, et on le teste à grande échelle sur des sites pilotes que le gouvernement cherchera par la suite à répliquer après avoir évalué. Troisième caractéristique de ce programme, c'est qu'elle privilégie autant que possible, dans la plupart des activités que nous menons, le partenariat entre le public et le privé, mais également l'appel à projet. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'activités que nous concevons, que nous développons, que nous mettons en place, mais puis après qu'on lance au secteur public, au secteur privé, à la société civile, pour faire des propositions dans le cadre de cette démarche. Et il y a un accompagnement pour construire ces projets, pour examiner leur faisabilité et pour assurer une meilleure mise en œuvre et un impact sur le terrain. Trois caractéristiques qui singularisent ce programme. Je vais essayer de mettre l'accent sur un des projets et comment ces caractéristiques se présentent dans ce projet. C'est le projet foncier industriel. Le projet du Compact entre Millennium Challenge Corporation et le gouvernement du Maroc comporte un projet particulier et important consistant de 127 millions de dollars sur l'amélioration de manière générale de l'offre industrielle au Maroc. Trois activités importantes sont menées dans le cadre de ce projet et qui visent à servir le développement régional et à servir le développement industriel au Maroc. On développe un nouveau modèle de zone industrielle basé sur le partenariat entre le public et le privé. L'offre industrielle aujourd'hui, elle présente un certain nombre d'insuffisances et de déficiences qu'on a analysées et on a replacé ce modèle autour du partenariat public-privé, un modèle qui est basé d'abord sur la demande et ensuite dans lequel le secteur privé joue un rôle important dans la gestion des zones, dans l'aménagement des zones, dans le placement de ces zones auprès des entreprises. On mène 3 sites au Maroc qui vont être développés selon ce modèle. Une deuxième dimension qui est importante et qui vise et qui adresse l'ensemble des territoires, c'est un fonds qu'on a mis en place avec le ministère de l'Industrie, conjointement, qui s'appelle le Fonds des zones industrielles durables. C'est un fonds qui vise à améliorer à la fois l'existant en termes de zones industrielles, la gouvernance des zones, la durabilité des zones, les performances environnementales, les services rendus aux entreprises au sein de ces zones. Et en même temps, on peut également cofinancer un certain nombre de zones sur la base de ce modèle. Ce fonds va fonctionner selon une logique d'appel à projet. Les premiers concernés sont les régions et je saisis cette opportunité pour faire un appel et on aura également des séances de communication suffisamment larges pour faire comprendre aux acteurs ce que nous faisons et ce que nous attendons, mais on va essayer de financer donc des projets dans les différents territoires avec les acteurs selon cette logique d'appel à projet. Troisième dimension importante dans le cadre de ce projet foncier industriel, c'est toute la dimension juridique et institutionnelle parce qu'aujourd'hui, le cadre juridique et institutionnel au Maroc a besoin d'être renforcé et amélioré en termes d'encadrement des zones industrielles et de l'activité d'aménagement et de gestion des zones industrielles. On travaille étroitement avec le ministère de l'Industrie à ce sujet. Voilà, merci. Je vais juste vous poser une petite question. Par rapport à l'apport in fine de ce partenariat avec Millennium Challenge et comment est-ce qu'au niveau de la région, l'articulation se fait de manière opérationnelle. Donc, comment est-ce que dans le secteur industriel, une entreprise peut faire appel à vos services pour profiter, pour bénéficier de cet accompagnement, pour avoir un foncier qui puisse répondre à ses attentes d'industrialisation de concepts.
Effectivement, le projet dans son ensemble et tout le programme, c'est en fait, il y a beaucoup d'exercices d'apprentissage. Nous n'offrons pas nécessairement que des projets clés en main pour les régions ou pour les acteurs pour être exploités, mais c'est surtout une façon de faire, une démarche. Donc à travers tout l'exercice, et j'espère qu'on aura le maximum de régions qui vont s'impliquer dans cet exercice, ce que nous offrons, c'est une démarche, une façon de faire et de gérer les zones industrielles. À partir de là, nous savons clairement que ce n'est pas les financements qui manquent, c'est la façon de faire, c'est l'innovation, c'est faire en sorte que ces zones servent effectivement aux entreprises, soient adaptées à la nature de la demande. Les régions diffèrent, leur potentiel diffère, la nature de la demande diffère d'une région à l'autre, la taille des zones industrielles à implanter au niveau de chaque région est différente en fonction du potentiel et de la nature de ces entreprises. Et aujourd'hui, on n'a pas appris à différencier cette offre en fonction du potentiel de chaque région et de chaque territoire. C'est ce qu'on apporte comme valeur ajoutée avec un accompagnement de proximité des acteurs, avec un apprentissage et un transfert de savoir-faire de très près pour pouvoir s'approprier ces nouvelles démarches et ces démarches innovantes. Voilà. Donc, on est en train de parler de savoir, donc de savoir-faire. Donc, le savoir, donc le know et le capital de toute institution, de toute économie, de toute culture. Donc, je ne vais pas m'attarder pour parler de deux éminents professeurs et de leurs interventions dans le milieu de la formation. Qui est bien sûr générateur de valeur ajoutée. Sans vous, on ne pourrait continuer à voir croître l'intérêt, que ce soit pour l'industrie ou en incubant des entreprises. Donc je commencerai, si vous le permettez, Siaouma Cherkaoui, par notre invité qui nous vient du Canada, par le professeur, le docteur Fulbrighter Michael Hawes. Donc, je vous présente comme étant éminent professeur. Vous me corrigerez, vous avez un PhD en sciences politiques. Vous avez aussi un doctorat honoris causa en sciences humaines. Donc, vos interventions et vos ouvrages scientifiques parlent de vous. Je souhaiterais savoir quel est votre point de vue quant à l'apport du savoir et de la formation et de l'échange qu'on peut avoir avec les pays dans ce contexte-là. Merci. Well, thank you very much, and thank you for the organizers for inviting me here, and thank you for your patience with my poor French. I think there's so many opportunities between our two countries, but I think what I want to do is situate that in the context of where we are right now in terms of what we're trying to accomplish here today. I think the big challenge, and we talk about this fourth industrial revolution, I think the big challenge is we have never had a greater need for more cooperation between universities, government, and business. In the first revolution, we simply moved people from the countryside to the city, built some industries, and then we added electricity and automobiles and telephones so we could produce things more quickly and in greater numbers. And then we saw the digital revolution, and all of a sudden, those of us who worked in universities stopped teaching skills and started talking about knowledge and analytic thinking. And I think we need now in the fourth industrial revolution to go back to skills, to talk about the relationship between what we learn and what we teach and how industry uses that, how it benefits a country, how we can go away from a model that's based simply on growth and cooperation and move to a model that's based on success and productivity, how we can find a way to solve what I think are the five big challenges of the fourth industrial revolution. Privacy. It is going to be the single biggest challenge we all face, and industries is going to have to value data, understand how and under what circumstances they're going to interact with people, because we're no longer building things so much as we're building ideas. I saw the president of Mercedes-Benz speak at a conference in Germany, and he said within 20 years there'll be no more car companies. And I thought that's an interesting observation for the CEO of a car company. And he said, I don't run a car company.
I run a technology company, and we build some transportation equipment to put our technology in. That's where we are now. So privacy is a big challenge. I think we have to deal with a labor force that is driven by technology and not by labor anymore. So we have to find ways for the university to help partner with skills. In Canada, we have a program called MyTax, which puts young researchers in labs, in businesses, in the field, gets them engaged. And more, that's what we do. I run a program that was designed 73 years ago to simply move people from one country to another. And we've had huge success. We have 351,000 alumni, 29 current heads of state, 80 Nobel Prize winners, 59 Pulitzer Prize winners. But we can't do what we used to do, which is simply move people, keep our fingers crossed, and hope for the best. We have to structure those opportunities. We have to connect them with business. We have to get them to ask those big and important questions about privacy, about artificial intelligence and what that means, about the labor force, and about productivity. And we have to get them to talk about cooperation instead of competition. Thank you very much. And let's talk about knowledge management. Donc, je vais rebondir avec une question sur la gestion de ces savoirs-là. Donc, on a la compétence, on a le savoir-faire, on a parlé des centres d'expérience ou des centres de compétences. Comment est-ce que vous, en tant que président du Fulbright Canada, avec vos connexions entre le Maroc, les États-Unis et les différents pays, voyez la possibilité de transférer ces connaissances-là, de les valoriser et surtout de les sociabiliser. Parce qu'on est dans une dimension où actuellement on est dans des sphères digitales, on est dans la siliconisation à outrance. Donc c'est de votre pays qu'on prend toute cette évolution ou révolution du savoir. Donc on est à l'ère de l'économie du savoir, big data comme vous l'avez si bien dit. Alors comment est-ce qu'on peut harmoniser tout ça pour humaniser? Parce qu'on est aussi à l'ère du transhumanisme où les valeurs sont difficilement mesurables, donc on peut mesurer les performances, mais où les valeurs que l'on va partager, les valeurs humaines, les savoirs sont difficilement maîtrisables aussi. Donc comment, à votre avis, on pourrait homogénéiser tout ça? Thank you. Well, my view is that we don't have an opportunity here, we have an obligation. Organizations like Fulbright, organizations that have the opportunity to move people, to engage people from different countries, have an opportunity to, or an obligation to make sure that we value knowledge, that there's a clear transfer of knowledge between and among governments, business, and universities. We need also to reach more deeply into the university community and get undergraduates involved in business, get them involved in research, move them. One of the most important things that we have done is actually move people so that we can live in other people's shoes and see the challenges they face. And I think Canada and Morocco are especially well positioned because we share many things. We are countries with great opportunity, but also countries with challenges. We haven't, at this point, had to play, either of us, a large role in the international order in terms of the production of knowledge, but now we're all going to have to. And a good example here is your solar energy industry. Here's an opportunity for Morocco to play a leadership role in knowledge development and in the transfer of that knowledge. And I think this is a time when we could see our two countries, we are a natural resource producer, but we're also in the business now of alternate energy, of finding ways to move forward. And that's, in some ways, there's a very practical application. It's about energy we need and produce for industry, but it's also about knowledge. Merci, professeur, pour votre intervention. Donc, je vais reprendre la dernière phrase pour parler du rôle de l'université dans la recherche et développement, dans le rôle de l'innovation et de cette culture innovationnelle
qu'on retrouve actuellement. Donc on dira que l'innovation n'est pas uniquement une mode, mais une logique sociale et économique. Et je donnerai la parole à Si Omar Cherkaoui. Vous êtes docteur en chimie depuis 1996 à l'Université Claude Bernard de Lyon. Vous êtes actuellement directeur recherche et développement à l'ESIT, l'École supérieure de l'industrie du textile de Casablanca. Donc vous travaillez sur des thématiques très particulières, donc notamment l'ennoblissement des matériaux. Donc vous êtes aussi membre organisateur de la conférence internationale sur les textiles intelligents, si on en apprend des choses, les textiles intelligents et mass customization, donc les vêtements personnalisés ou la personnalisation ou sur mesure de masse. Vous êtes expert aussi en traitement des eaux usées, donc dans ce couplage écologique et responsable et aussi économique. Vous êtes expert en ingénierie, conception et réalisation d'essais en laboratoire. Vous maîtrisez la norme ISO 17027 et vos recherches parle de vous avec plus de 50 publications dans des journaux indexés et 15 brevets. Je vous laisserai en détail nous dire comment cet apport-là a fait naissance d'une effervescence magique. Bravo. Merci. Alors, je vous remercie pour cette invitation, pour faire partie de cette table ronde. Moi, je commencerai par la formation. Aujourd'hui, on a besoin de quel type de formation? Bien sûr, c'est une formation de compétences qui va servir l'industrie et cette industrie, il a un besoin donc précis. Maintenant, comment arriver en fait à définir ce besoin? Et je commencerai aussi par dire que j'appartiens à une école qui est l'École supérieure des industries textiles et de l'habillement, c'est un partenariat public-privé qui a plusieurs donc missions. Sa première mission, c'est la formation donc initiale, la formation continue, tout ce qui est service aux entreprises, contrôle et essai et recherche et développement. Alors à partir de là, donc on voit que la formation, pour qu'il puisse être efficace, on a besoin de combiner entre toutes ces composantes. Pour qu'on puisse former et répondre donc à un besoin, ça veut dire ce besoin, il doit être défini par l'entreprise. Là, il y a une démarche qui s'appelle en fait l'AST, en fait l'analyse de situation de travail, qui permet d'aller vers les entreprises, identifier en fait les tâches donc manquantes. Ces tâches, il faut les convertir en compétences. Et ces compétences, il faut leur développer un programme qui doit être intégré soit dans une formation donc à part ou des modules qui doivent être intégrés dans une formation donc existante. Une fois qu'on arrive en fait à ce stade-là, automatiquement on va former des compétences qui répondent à un besoin donc bien précis. Alors le service aux entreprises, ça reste c'est un service qui permet en fait d'apporter de la matière première, parce que on va vers l'entreprise, et d'ailleurs ceux qui interviennent dans l'entreprise, c'est les enseignants, ce qui leur permet d'enrichir en fait leur savoir, je dirais théorique, en savoir pratique, et faire bénéficier en fait les élèves sur des cas pratiques réels. L'autre côté qui est l'analyse donc et contrôle, ça permet aussi de suivre l'évolution des produits. Un produit, aujourd'hui, il doit répondre à un cahier de charge, il doit répondre à certaines donc, spécificités, mais avec le temps, le produit, donc, il évolue. Il y a la réglementation aussi, il évolue. Les exigences, donc, il évolue. Et tout ça, il doit être transmis donc, à l'étudiant pour qu'il doit être au courant. Voilà, quelles compétences il doit avoir pour qu'il essaye d'accompagner l'entreprise dans son développement et dans son évolution. L'innovation, moi je dirais, l'innovation c'est la pérennité, c'est la continuité. Et si on n'innove pas, c'est que l'entreprise elle est condamnée à disparaître en fait un jour. Maintenant, aujourd'hui toujours en fait on discute sur la confiance et le travail et le pont qui permet de relier entre le milieu donc, universitaire
et la recherche et l'entreprise. Moi, j'ai une expérience en fait que je peux témoigner donc aujourd'hui que intégrer en fait l'entreprise peut se faire déjà par l'accompagnement quotidien, l'accompagner par rapport à sa production, identifier en fait les problématiques et aussi aller proposer en fait des solutions donc innovantes dans l'objectif d'améliorer les coûts, la qualité, respecter en fait l'environnement et respecter en fait des cahiers de charges qui deviennent de plus en plus rudes et plus sévères. Alors, dans le plan d'accélération en fait industrielle, il y a eu l'idée de créer ce qu'on appelle en fait les clusters. D'accord. Ces clusters ont pour mission d'accompagner les entreprises dans l'innovation. D'accord. Alors nous, on est adossés en fait à ces clusters. Donc c'est nous qui font donc la partie recherche et développement et la partie donc innovation. Alors vous avez cité tout à l'heure en fait la conférence donc internationale. Cette conférence internationale a été créée pour anticiper le développement d'une activité nouvelle, qui est le textile en fait intelligent ou qu'on appelle en fait le textile technique. On s'est rendu compte que le textile, donc habillement, il passe par des phases de transition, de crise, et on a besoin de le positionner dans d'autres créneaux où il y a une visibilité plus longue. Mais il y a des exigences en matière de réglementation, en matière de normes, en matière de qualité. Et là, donc l'organisation de cette conférence, bien sûr, va déjà permettre d'expliquer au milieu donc académique qu'est-ce qu'on entend par ces produits-là. Les recherches qui se font, ils se focalisent sur quel type de thématique. Et de l'autre côté aussi, d'expliquer à l'industriel qu'il y a d'autres produits que vous pouvez en fait développer aussi en parallèle avec vos équipements donc existants. Voilà. Et tout ça, moi je considère en fait c'est un puzzle, voilà. Et chaque composante a un rôle donc important et il contribue donc à la réussite de la formation. En tant que directeur et universitaire et scientifique, est-ce que cette recherche-action ou cette intervention qui est un peu hybride facilite une certaine intelligence avec les territoires et une certaine intelligence avec le milieu industriel? Est-ce qu'on peut parler d'intelligence économique qui va brasser les best practices pour pouvoir les intérioriser en milieu universitaire et les réinjecter dans la réalité économique? Effectivement. Alors, il y a, si on n'a pas de connaissance du milieu donc industriel et des difficultés qui vit en fait l'industriel et ses objectifs avec les améliorations qui cherchent en fait à mettre donc en place, bien sûr, on va être en fait, c'est-à-dire hors sujet. Aujourd'hui, on vient de lancer une formation sur le digital. Voilà, c'est vrai, pourquoi c'est la tendance, c'est le besoin. Alors, lancer en fait cette formation, on a essayé en fait de la lancer dans le cadre de la formation continue pour les gens qui sont déjà dans le terrain. Voilà, tester et vérifier l'impact. Une fois que le résultat donc, il est positif, automatiquement, on peut la transférer vers la formation donc, initiale. Alors, nous étions les premiers à mettre en place une formation dans le domaine de la logistique en 2002. Il y a aussi, on a compris que la réussite d'un produit ne peut se faire que par une gestion en fait, de flux optimisée. D'accord ? Malgré qu'il y a une production qui est correcte, il y a une qualité, il y a un produit, c'est-à-dire innovant, mais s'il n'y a pas donc une réactivité, une connectivité donc, derrière, donc automatiquement, l'action, il risque en fait d'échouer. Merci, Dr Cherkaoui. Donc, je vais garder aussi le mot de connexion ou de connectivité pour demander à chaque panéliste de boucler son intervention et de nous dire quel est le lien que vous faites entre le triptyque, les trois éléments de base qu'on a évoqués, notamment le financement, l'investissement, la recherche et développement dans le développement des territoires, dans le développement économique et l'impact qu'a chaque intervention dans le secteur
industrielle. Donc je commencerai par Simon Dieu, vous avez été le premier, donc je reviens vers vous. Écoutez, merci encore une fois. Moi, je suis très fier d'assister à cette réunion, en fait, qui me permet de voir en fait une dynamique importante et j'espère qu'elle apportera pas mal de résultats. En fait, elle part d'un principe, je pense, qui est très important et je remercie Monsieur Rahiwi de la pousser parce que c'est pas évident. Elle part du principe que dans l'industrie, 1 + 1 égale 3 et c'est en travaillant ensemble en fait qu'on peut s'améliorer. Je pense que c'est un peu moi mon message de la fin, c'est-à-dire l'industrie d'aujourd'hui, c'est une industrie qui est plus compliquée, plus challengée, qui doit se remettre en cause en continu, mais qui permet aussi d'ouvrir aux rêves les plus fous. Parce qu'on peut être aujourd'hui, ce qui n'était peut-être pas le cas hier, on peut être aujourd'hui une entreprise PME marocaine et devenir demain un champion international et il faut se donner cette ambition-là. Les régions ont un rôle très important dans la facilitation entre les éléments que vous avez évoqués. Elles doivent permettre de faire le lien. Elles ne doivent pas apporter que le terrain, qu'un peu de financement, etc. Mais elles doivent faciliter la connexion entre les industriels de tout secteur avec une stratégie claire de facilitation pour aider les entreprises marocaines et les champions marocains à être compétitifs. Et moi, mon rêve, c'est que demain, on ait des locomotives marocaines. Voilà, merci. Merci Simon. Un mot de la CCG pour conforter ce qui a été dit tout à l'heure. Tout à fait. Par rapport à la question de l'accompagnement financier, en fait, aujourd'hui, les mécanismes et les programmes existent et se développent davantage pour accompagner les mutations et les besoins du secteur. Donc, je dis aux industriels, soyez confiants, nous sommes à vos côtés. Confiance et engagement, on aura aussi l'intervention de Siadil de la Bird pour juste dire que, voilà, je pense que un message pour les industriels marocains, c'est que, et encore une fois, on revient à la thématique des JV, c'est que la joint venture, c'est une manière de rentrer dans l'industrie marocaine. Donc, je parle plutôt aux investisseurs, pas aux industriels marocains, parce que c'est des activités porteuses, parce que ça va aider la durabilité ou de développement de l'économie marocaine. Et je veux juste utiliser à titre d'exemple le secteur automobile qui marche très bien ici au Maroc pour donner un exemple. L'exemple turc, où bon, c'est notre... it happens to be que notre pays d'opération, le plus grand pays d'opération pour la banque, c'est la Turquie, où nous investissons 2 milliards d'euros par an. C'est un secteur qui est très, très développé, mais à différence du Maroc, c'est que c'est des industriels et c'est des opérateurs turcs. Pourquoi et comment ça a commencé? C'est vrai que c'était dans les années 40, 50, 60. Les autorités turques ont obligé les producteurs de voitures internationaux à se mettre en JV avec des opérateurs locaux, donc le transfert de know-how et d'expertise. Donc maintenant, Renault, Ford, Toyota, GM sont tous présents en Turquie, mais en JV, mais les suppliers, les fournisseurs, la majorité, 80% à 90%, c'est des entreprises turques. C'est vrai que ça a commencé par quelques JV, mais le reste, c'est des Turcs. Donc ça a commencé par les grands groupes turcs qui étaient déjà en JV avec Renault, GM, ainsi de suite, mais qui petit à petit ont vu que voilà, c'était possible d'aller vers la chaîne de valeur et l'industrie et le reste de l'activité automobile. Donc voilà, c'est possible. C'est vrai que c'est des secteurs très, très techniques où il faut vraiment le savoir-faire, mais vraiment cette notion de JV peut faciliter cette entrée. Maintenant, il faut quand même des visions similaires, des valeurs similaires. Certes, tout le monde veut gagner de l'argent, veut croître, oui, mais il faut un alignement des intérêts. Et je vais juste terminer, mais en répondant au monsieur qui avait posé la question sur l'agro-industrie tout à l'heure. Le Maroc a choisi jusqu'à maintenant la route de l'agriculture primaire ou de développement de l'agriculture primaire pour plusieurs raisons, sociaux et autres. Mais c'est vrai que maintenant, tout le monde se rend compte comme quoi, oui, on produit beaucoup. C'était une réussite, le plan Maroc Vert. Maintenant, il faut aller vers l'aval, ça veut dire la transformation. Il faut juste
c'est déjà en cours. D'ailleurs, l'écosystème agro-industriel est déjà, je pense, passé. Il est maintenant en cours d'exécution. Il faut juste se poser la question, est-ce que vraiment on va être concurrentiel? Ça veut dire, est-ce que le marché local, qui est un marché qui reste plus ou moins petit par rapport au marché de la région, est-ce que les gens qui vont s'introduire dans le secteur de l'agro-industrie vont gagner de l'argent? Est-ce que le marché marocain permettrait à ces gens-là de le faire, ou c'est tout simplement plus intéressant de faire venir des produits finis de l'Europe? Donc il faut avoir quand même cette notion-là. J'y vais en impératif ou en choix. Donc Oui, il faut être smart sur la chose. Merci. Merci à vous. Donc on repasse à l'apport de Millennium Challenge pour voir quel est votre point de vue. Merci. Je voudrais réaffirmer que l'emploi est la finalité ultime de tout ce que nous faisons. Il ne faut pas qu'on l'oublie et qu'on doit pouvoir mesurer et évaluer tout ce que nous faisons et tout ce que nous comptons faire et toutes les innovations qu'on veut apporter par rapport à cette dimension de création des emplois pour nos jeunes. Le rôle des régions est fondamental. Le développement régional aujourd'hui est une préoccupation majeure et une thématique centrale pour tous les acteurs, mais les régions doivent reprendre l'initiative d'une autre manière. Toutes les politiques qui ont été pensées et faites à partir du central et dont certaines n'ont pas été adaptées, n'ont pas pu répondre aux besoins des régions et au potentiel des régions, doivent être reprises, surtout aujourd'hui, avec les prérogatives qui sont accordées aux régions. Les régions ont un rôle important à jouer pour pouvoir faire des choses qui correspondent à leur potentiel, à leurs besoins. Et quand j'ai parlé du foncier industriel et du fonds que nous sommes en train de mettre en place, il s'inscrit en fait dans cette logique. C'est de permettre aux régions de se réapproprier l'initiative et de faire des choses qui correspondent à leur taille, à leurs besoins, à leur potentiel. Et pour cela, ils doivent s'impliquer. Nous comptons lancer ce fonds bientôt, vers le mois de juillet, et nous souhaitons qu'il y ait une forte implication pour qu'il y ait ce transfert de savoir et de savoir-faire, et pour que ces prérogatives qui sont aujourd'hui celles des régions puissent être transformées en des initiatives, en des projets concrets sur le terrain. Merci. C'est donc le transfert de savoir au cœur de la compensation industrielle, donc en améliorant la formation et la capitalisation du savoir. Je laisse la parole au docteur professeur Hawes pour nous dire comment est-ce que cette gestion peut améliorer les choses. Well, thank you. I love the idea of connectivity. Everything about where we are now is about connectivity. But sometimes we forget, and especially young people forget, connection means participation. It means interaction. So connectivity is useless unless there's a follow-up, unless there's interaction, unless we make sure that these different elements are working together. My favorite example is the computing industry. For about 20 years, they all had proprietary technology. They all operated relatively independently with different operating systems, with different chips, with different pieces of software. And it slowed the development of the industry because of the lack of cooperation. It helped in short-term profits for a few big companies. But when the industry really took off is when they had a common set of protocols that drove the interaction and the cooperation and the connectivity. They could still make money. They could still find a niche in the marketplace. But it was only when they genuinely connected with a common purpose did that industry move forward. Donc, la connectivité au centre, les marketplaces ou les centres universitaires pour clôturer, donc avec ce mix. J'ajouterais en fait un point en parlant de la connectivité. Il y a la connectivité internationale qui est aussi importante pour apporter un complément et un complément sur l'évolution de la technologie, l'évolution du savoir. Alors, cette connectivité, il peut s'inscrire soit dans le cadre des stages, où les étudiants ils partent dans différents pays, dans différents continents, pour travailler, que ce soit sur des thématiques
de production, des industriels ou de recherche et développement. Il y a aussi la double diplomation qui est aussi donc importante, qu'il faut développer des partenariats avec des écoles étrangères qui ont des formations en fait similaires donc aux nôtres. Dans le cadre de l'innovation donc recherche, il y a les thèses en co-tutelle. Sinon, il y a les programmes donc européens ou les programmes donc internationaux qu'il faut donc adhérer pour développer donc une thématique pour un secteur sur des spécificités donc claires et bien définies. Voilà. Merci. Je pense que le maître mot, c'est le travaillons ensemble pour aller plus vite et plus haut, partageant, ayons confiance en nous et en les autres. Et merci pour votre attention. Merci, merci beaucoup Madame Sophia Benani d'avoir mené de main de maître tous les panélistes. Merci. Comme ça, une femme magnifique, exceptionnelle, avec des hommes aussi éminents. Merci pour les intervenants. Comme le veut la tradition, donc on va poser quelques questions. Alors juste pour le programme, donc juste après, donc il y aura une pause et vers le coup de 3 heures, nous allons reprendre donc avec l'invité d'honneur, le keynote speaker, d'accord, qui nous vient de la NASA, et il y aura également Monsieur le ministre qui nous rejoindra vers le coup de 4 heures. C'est Brada. Merci beaucoup. Je me représente parce qu'apparemment le conseil est un élément qui est très important. Nous sommes derrière toute une fédération d'ingénierie avec le conseil et l'ingénierie. Et je me pose toutefois les questions. On parle de mobilité, de savoir. On parle de capital humain, oui. Maintenant, il ne faut pas aussi oublier qu'il y a un business autour de ces sociétés de conseil. Et la question qui se poserait, c'est que quel est le temps qu'on va vouloir donner à ces cabinets d'émerger dans chaque métier de conseil. Certes, on voit bien qu'en passant directement dans l'université, on peut même rendre à nul des décisions importantes. Je ne veux pas aller trop loin parce qu'entre confrères et entre conseillers, il y a même des choses qui ont été bâties sur la notion de conseil pour atteindre le jour où nous sommes. Bon, maintenant, il ne faudrait pas non plus que le conseil serait réduit juste à proposer, mais il y a 4 valeurs essentielles qui démarrent depuis la planification, il y a aussi la programmation, il y a aussi l'exécution, mais il y a aussi l'évaluation. Et j'aimerais bien qu'on articule ces 4 axes dans toutes nos décisions. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, Sir Brada. Je vais venir chez monsieur et puis finir avec David pour finir en beauté. S'il vous plaît, monsieur. Bonjour. Salutations à toute la communauté industrielle marocaine et remerciements spéciaux à Industrie du Maroc pour cette plateforme. En fait, je suis spécialiste en performance économique et en gouvernance des systèmes d'information. Donc, j'aimerais poser 3 questions ouvertes par rapport au positionnement de... je disais que je veux poser 3 questions qui concernent la performance économique et l'IT. La première question, est-ce que actuellement les entreprises industrielles marocaines ont des référentiels de coûts qui permettent d'estimer dès le départ toute projection stratégique et tout projet? Est-ce qu'ils ont une organisation en portefeuille de projets ou une méthodologie d'évaluation du retour sur investissement pour classifier et pour faire la priorisation? Deuxième question, est-ce que la mesure de performance fait partie des priorités des industriels marocains? Car sinon, on ne peut pas concevoir des produits et services qui soient concurrents, notamment au niveau africain et au niveau international en général. Dernière chose, est-ce qu'un industriel décideur actuellement, est-ce qu'il a
pour chacune de ces microservices, microproduits, microprocess, est-ce qu'elle a une visibilité sur le coût complet, sur la rentabilité et sur la marge réalisée? C'est-à-dire, en d'autres termes, c'est de ne pas se limiter à avoir une vision de coût unitaire, par exemple, sur les produits, sur les services, etc., mais aussi de l'avoir par rapport à chaque workshop, savoir le coût de production, par exemple, d'une phase du procédé global, pouvoir évaluer les procédés, et pas uniquement, bien évidemment, lorsqu'on parle, ma question concerne en général la culture de tableau de bord, KPI, et de décisions qui se basent sur les données factuelles qui sont récoltées automatiquement, en quelque sorte, de la donnée. Merci. Merci. David Assayang, citoyen marocain. Je me permets de revenir vers M. Baird pour répondre à son observation. Si nous avons 120 000 plantes dans un hectare et que nous avons la possibilité de faire le double des récoltes de ce que fait l'Europe, serons-nous concurrentiels? Vous pouvez me faire un petit signe pour me dire oui? Non. Parce que 120 000 plantes, il faut les récolter 3 fois par an. D'accord? Qu'est-ce que ça demande comme main-d'œuvre? Et quel est le coût de notre main-d'œuvre par rapport à l'Europe? 120 000 plantes, quand moi je fais 3 ou 4 récoltes par an, j'ai le climat adéquat pour ce que n'a pas l'Europe. Donc je peux produire davantage, beaucoup moins cher. Je voulais d'ailleurs faire appel à vous pour vous demander d'avoir une étude sur l'éco-extraction et l'extraction du contenu de ces plantes. Parce que l'Europe s'intéresse énormément à cela, elle investit énormément, elle prend des brevets, et nous, ils importent leurs matières premières d'Inde et de Paraguay, et nous sommes à côté, et nous pouvons produire mieux, moins cher. Ça, c'est pour une première plante. J'ai parlé ce matin de 1 mètre égale 7 mètres. Et de la production sur 300 mètres carrés est égale à la production actuelle sur 10 hectares. Si je récupère 10 hectares, est-ce que j'ai fait des bénéfices? Si je produis avec moins d'eau, est-ce que j'ai fait des bénéfices? Est-ce que je produis davantage de lait en quantité et qualité? Est-ce que je fais des bénéfices? En produisant ainsi, est-ce que je peux produire localement 25 000 tonnes que j'importe? Voilà, monsieur, ce dont je parle. Je vous en prie. Merci. Ce que je propose peut-être, vu que ce n'est pas dans le contexte de la table ronde, c'est peut-être en aparté de faire tous ces calculs et de rajouter exponentielle 2 et algorithme dans ce spécifique. Y a-t-il d'autres questions, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de vous libérer et de vous revoir dans quelques instants vers le coup de 3 heures? Super, bon, on va faire le voyage. Mesdemoiselles charmantes hôtesses, aurez-vous la gentillesse de bouger un petit peu? Merci beaucoup. On est en forme, à Kashabab, hein? On est encore en forme. À Kabensi, vous allez là-bas et vous donnez un monsieur. S'il vous plaît. All protocols duly observed. My name is Oba Eric, a student of the prestigious School of Engineering, Ensam, Casablanca. My question is directed to Dr. Michael. One of the interesting statements you made was the fact that at a certain point in time, skill was being taught in universities, and today we have knowledge. And you proposed that we return back to the age or time where skill was being taught in universities. Now, my question is, how do you propose to your colleagues, professors, your colleagues who are professors, how do you propose that they go back to teaching skill, not just knowledge? And how would you advise your students to not just learn
or not just acquire knowledge, but also to acquire skill in their various disciplines? Thank you. Thank you very much for your question. Sophia, je te redonne la parole pour essayer de gérer les questions pour le professeur. Donc je reprends en main l'articulation qui va être difficile parce qu'on a eu une grande effervescence. Alors première émulation, je pense que je vais connecter les savoirs avant de laisser l'harmonie se faire. So about 15 years ago, I was at my home university, which is Queen's University in Canada. I'd just come back from Berkeley, where I had a chair. I was teaching there. And one of my senior colleagues, I told him we should have a PhD defense by teleconference. And he said, that will never do. He said, universities have been the same since the 12th century. Why would we change them now? But then we had the teleconference, because we need to change the model. And the answer to how you're going to get my colleagues to change is to simply change the structure they operate in. They can still give lectures, they can still teach in the way they want, but we have to have students, the programs they're in, have them out in labs, out in business, out in the community, have them volunteering, have cooperative programs, have programs that are designed to have a multi-knowledge function. So we can teach skills while at the same time they're learning thinking skills and analytic skills and social skills. So the short answer is I'm not going to convince my colleagues. I need to convince my administrator friends to change the model to move us forward. Thank you. Changement de modèle ou process, donc qui veut bien rebondir sur la méthode? En parlant en fait du coût de la production, du process, l'industriel il ne peut pas se lancer tant qu'il n'a pas une visibilité sur sa marge en fait bénéficiaire. Mais ça ne veut pas dire que c'est définitif. Ça va toujours en fait nécessiter des études en fait derrière. Donc sur terrain, il y a toujours des choses en fait à optimiser. Aujourd'hui, on est sur un concept où on parle en fait de l'efficacité des ressources. Comment on pourrait en fait produire avec un coût moins cher, tout en essayant de conserver donc une qualité, une sécurité et aussi préserver en fait l'environnement. Alors toujours, c'est aller vers des ressources en fait naturelles, sur tout ce qui est énergie renouvelable et aussi calculer tout ce qui est en fait consommable, s'intéresser à tout ce qui est déchets, tout ce qui est et intégrer donc le concept de réutilisation en fait recyclage. Et ça peut toujours donc être c'est des bénéfices aussi à gagner. Je pense que l'expertise du Boston Consulting Group et notamment de Simundir sera très utile dans ce cadre-là. En fait, je pense que c'était une bonne question, enfin une trilogie de votre question sur le référentiel, la performance, la mesure de la rentabilité. Effectivement, c'est un des problèmes, enfin pas d'ailleurs qu'au Maroc, mais dans beaucoup d'entreprises, c'est-à-dire qu'on maîtrise un métier, on maîtrise une technologie, on a ouvert son entreprise, mais après l'entreprise grandit. Puis forcément, on n'a pas forcément développé ses compétences pour évoluer avec le monde et la complexité et l'analyser de manière structurée. Donc et non seulement il faut le faire à un moment donné, vous avez raison, il faut un référentiel, il faut une méthode pour le faire, pour mesurer cette rentabilité, pour savoir comment faire de la performance, savoir comment prioriser un peu les actions vers lesquelles vous voulez aller. Ça, c'est déjà très bien, il faut le faire, mais ce n'est pas fait souvent. Mais aussi, il faut le faire de manière dynamique parce qu'on est dans un monde changeant. C'est aussi un peu dans ce monde-là qu'il faut, encore une fois, on n'insistera jamais assez, qu'il faut s'ouvrir, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut évoluer et progresser dans cette manière méthodique. Et les régions, elles ont un rôle, encore une fois, en faisant le lien, soit par des sociétés de conseil au niveau régional, qui vont connaître le territoire, ils vont connaître la réalité, le quotidien de ces entreprises-là pour les aider, et pas que des cabinets de conseil à Casa. Donc ça, c'est important. Et
un peu l'idée de centre de compétences est importante parce qu'elle met la main dans le cambouis de manière concrète et les régions peuvent aider, mais aussi les régions peuvent aider en connectant un peu cette notion de connectivité, encore une fois, entre les différents industriels, pas que sur les technologies ou le métier, etc., mais aussi sur la méthodologie, c'est très important. C'est ce qui fait la force, c'est ce qui fait, regardez des pays qui réussissent, comme l'Allemagne qui est très industrialisée, qui est florissante, qui est en plein emploi. Pourquoi ? Parce qu'ils sont très forts, ils se remettent en cause de manière continue, et ils vont chercher en fait ce qui se fait de mieux, et tout en innovant, mais en travaillant au niveau régional, entre régions, parce qu'ils savent très bien qu'en étant très forts entre sociétés moyennes ou petites, ben, ils peuvent devenir une force d'exportation sans craindre une sorte de concurrence ou d'émulation locale. Voilà. Donc la force de l'écosystème pour clôturer et dire qu'on a fait un beau panel. Je vous remercie pour vos interventions.